Bonjour chers étudiants, bonjour chers enseignants, bonjour à tous les participants à ce séminaire. Je suis Dr Komiamou de l'Université de Lomé et je ne suis pas un spécialiste en optique, mais le sujet dont nous allons discuter cet après-midi euh, est un sujet d'optique. Le thème de, de cette présentation est la spectrométrie à lentille thermique pour des applications environnementales et les sciences de la vie. Alors, ma présentation s'articule autour de 4 points. Je vais démarrer par une introduction et ensuite, nous allons parler de la théorie de la spectroscopie à lentille thermique. Et nous avons un dispositif expérimental à l'Université de Lomé que nous allons présenter. Nous avons fait quelques travaux sur ce dispositif-là et les résultats obtenus, ensuite les discussions et la conclusion et les perspectives. Alors, il faut dire que la disponibilité des lasers permet d'observer et de mesurer toute une série de phénomènes qui n'auront pas été observés avec d'autres sources de lumière. Et cela est dû aux caractéristiques uniques des lasers, à savoir la faible divergence du faisceau, la pureté de la polarisation, la haute résolution spectrale et spatiale élevée et sa capacité à être focalisée sur un point limité par la diffraction. Et tout cela a été exploité et utilisé avec les faux photothermiques pour développer une technique de détection de très haute sensibilité. Et donc, la première mesure de l'effet de la lentille thermique a été réalisée par Gordon et ses collaborateurs en 1965 à l'aide d'un simple appareil à faisceau unique. Cette théorie a depuis été améliorée pour expliquer l'effet et pour faciliter son application aux analyses chimiques et à la caractérisation des échantillons. La technique de la lentille thermique est basée sur la mesure de l'élévation de la température qui se produit dans un échantillon éclairé par un laser en raison de la relaxation non radiative de l'énergie absorbée par l'échantillon. Et étant donné que cette technique est basée sur la mesure directe de l'énergie optique absorbée, sa sensibilité est plus élevée que pour les techniques d'absorption conventionnelles. Cependant, les avantages de la technique de la lentille thermique ne se limitent pas seulement à son ultrasensibilité, mais ces avantages comprennent également d'autres caractéristiques uniques, notamment la possibilité d'utiliser des échantillons de petits volumes et la dépendance à l'égard des propriétés thermo-optiques des solvants. Alors, quelles sont les motivations qui nous ont poussés à vouloir aller sur ce terrain? Alors, tout d'abord, c'est la détermination de l'absorbance dans des milieux semi-transparents qui nécessitent des appareils qui ont une sensibilité plus élevée que celle offerte par les méthodes conventionnelles. Aussi, la détection des polluants à l'état de trace dans des échantillons environnementaux et alimentaires. Vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, quand les quantités de ces polluants sont à l'état de trace dans les échantillons, c'est vraiment difficile à les identifier. Donc, il faut des méthodes de caractérisation beaucoup plus sensibles pour pouvoir arriver à détecter ces éléments dangereux. Et l'autre
L'autre idée, c'était de trouver une technique spectroscopique non destructive pour l'analyse en biologie, en médecine, en nanotechnologie et dans la recherche environnementale et dans l'industrie alimentaire. Alors, les objectifs que nous nous sommes fixés en installant ce dispositif expérimental, le principal objectif est de développer une spectroscopie ou une microscopie à lentille thermique pour dévoiler les processus physiques, chimiques et biochimiques dans les structures 2D, comme le graphène, les nanomatériaux, l'analyse environnementale et alimentaire, et pour les échantillons biologiques. Et donc, de façon spécifique, on peut dire que nous voulons concevoir et développer cette spectroscopie très sensible et sélective pour des applications dans le domaine de l'environnement et des sciences de la vie à l'Université de Lomé. Nous voulons intégrer cette technique-là et la microscopie à fluorescence pour l'observation en temps réel et la bioimagerie de différents phénomènes biologiques, ainsi que l'analyse de la pollution dans l'environnement, à savoir dans les rivières, les lacs et les eaux potables, et l'identification des pathogènes, les bactéries, les parasites, et la contamination des échantillons alimentaires afin de prévenir la contamination des produits du commerce et de la consommation quotidienne. Et donc, l'idée, c'est de mettre sur pied un protocole de soins de santé préventifs à l'Université de Lomé. Et donc, l'autre idée aussi, c'était de coupler la technique de lentille, la technique de la lentille thermique à la microfluidique pour l'analyse environnementale et alimentaire. Et donc, coupler ces deux éléments pour étudier la cinétique moléculaire des espèces biologiques dans les cellules, dans les vésicules, avec des valeurs de débit élevées. Alors, comment nous avons fait? En 2018, un de nos collègues, Dr Garedi Sotosu, a réussi à avoir une bourse de recherche de l'Académie mondiale des sciences, TUOS, et donc, la bourse qu'il a obtenue a permis à notre département d'acquérir cet équipement-là que nous allons vous présenter aujourd'hui et qui utilise cette technique de lentille thermique. Nous allons donc parler de la théorie même de cette lentille thermique. Alors, la théorie de la lentille thermique suit 4 étapes. La première étape, c'est l'absorption du rayonnement optique. Une fois que l'échantillon est éclairé par un faisceau laser, cet échantillon va absorber le rayonnement qui lui arrive. Et donc, l'énergie optique contenue dans ce rayonnement sera absorbée et sera transformée en chaleur. Donc, cette chaleur va se diffuser dans l'échantillon et donc, après diffusion, va créer une sorte de lentille dans l'échantillon. Oui, nous parlons de lentille parce que cette lentille existe réellement et on peut même déterminer ses caractéristiques, sa distance focale et les autres propriétés de cette lentille. Et donc, une fois que la lentille s'installe à l'intérieur de l'échantillon, on va envoyer maintenant un autre faisceau, sonde, qui va subir l'influence de cette lentille thermique. Et donc, à l'aide d'un détecteur et d'un oscilloscope, nous allons pouvoir identifier les paramètres que nous cherchons. Alors, de façon plus détaillée, je vais revenir sur cette théorie. Donc, disons que généralement, il est admis que l'effet de la lentille thermique provient de la relaxation non radiative des espèces excitées dans un échantillon irradié par un faisceau laser avec un profil d'intensité gaussien.
Et donc, au cours de ce processus de relaxation non radiative, c'est-à-dire une relaxation sans rayonnement qui comprend la relaxation vibratoire, le croisement intersystème et la conversion externe, l'énergie absorbée de la lumière d'excitation est convertie en chaleur. Et donc, en conséquence, la température de l'échantillon irradié change et un gradient d'indice de réfraction se forme dans l'échantillon, ce qui entraîne une modification du rayon du faisceau laser et une modification connexe de l'intensité du faisceau sur son axe. Donc, l'ampleur de l'effet de la lentille thermique est proportionnelle à la quantité de chaleur générée dans l'échantillon irradié et dépend donc de la puissance P de la lumière d'excitation, de l'absorbance de l'échantillon, ainsi que de l'efficacité de fluorescence des espèces absorbantes qui diminue l'effet de la lentille thermique. Donc, il y a d'autres propriétés du milieu qui interviennent dans ce phénomène-là. Il s'agit des propriétés thermo-optiques du milieu, c'est-à-dire le coefficient de température de l'indice de réfraction, c'est-à-dire la variation de l'indice de réfraction par rapport à la température, la diffusivité thermique, qui est fonction de la conductivité thermique, de la densité et de la capacité thermique de l'échantillon. Et donc, tous ces paramètres ont un impact important sur les caractéristiques de la lentille thermique qui sera créée par le faisceau qui est envoyé. Donc, cette approche tient compte des différentes géométries, pompe, sonde et du type de faisceau d'excitation, que ce soit pulsé ou continu, et de la configuration optique du faisceau, de la pompe et de la sonde, ainsi que les effets de la perte de chaleur dans le faisceau du système en écoulement. Avec une excitation à l'aide d'un faisceau laser, la distribution de l'énergie dans un plan transverse à la direction de propagation, qui est une gaussienne, a un maximum d'intensité au centre de ce faisceau-là. Et donc, comme le nombre de molécules excitées est proportionnel à l'intensité d'excitation, le nombre de molécules excitées sera plus important au centre, puisque il y a plus de chaleur au centre de l'échantillon. Et donc, il y aura plus de molécules excitées au centre qu'au bord. Et l'énergie dissipée dans le milieu va suivre le même profil et nous obtenons un gradient de température qui évolue aussi du centre vers les bords du faisceau d'excitation. Ce gradient induit un gradient d'indice de réfraction dans le milieu absorbant et dans la plupart des liquides, celui-ci se comporte comme une lentille divergente. Donc, voilà de façon schématisée ce que nous avons. Nous avons en vert le faisceau d'excitation qui est focalisé sur notre échantillon. Et donc, nous voyons que au milieu ou bien au centre de l'échantillon, des molécules sont excitées. Ces molécules excitées sont en rouge et il y a une sorte de lentille thermique qui est créée à l'intérieur de cet échantillon-là. Et donc, nous allons envoyer ensuite le faisceau sonde qui va subir des transformations du fait de l'existence de cette lentille créée à l'intérieur de cet échantillon-là. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des équipements pour voir quel est l'effet subi par ce faisceau sonde. Et l'analyse de ce signal à la sortie va permettre de trouver un certain nombre de paramètres qui vont nous être utiles. Donc, il y a tout un développement mathématique
derrière ce principe. Tout d'abord, il y a l'intensité du faisceau laser incident qui est supposé gaussien. Et donc, cette intensité du faisceau peut être exprimée en fonction de la puissance, du faisceau laser envoyé. Et en dehors de ça, le nombre de photons par seconde aussi peut être exprimé en fonction du nombre de molécules dans l'échantillon, de la section efficace d'absorption des photons et du volume irradié. Et donc, tout cela aussi peut être formalisé. Et donc, en faisant le rapport du nombre de photons sur l'intensité du faisceau incident, on obtient un paramètre ici que nous allons appeler alpha, qui s'exprime en centimètres moins 1, ce qui signifie que c'est un coefficient d'absorption. En dehors de ça, il y a l'énergie thermique libérée dans l'échantillon. Et donc, l'énergie lumineuse qui est absorbée est convertie en énergie thermique. Et la chaleur engendrée par unité de longueur entre R et R plus delta R nous permet d'obtenir un autre paramètre que nous allons appeler ici Q de R. Et ce Q de R est exprimé en fonction des paramètres qui sont la fréquence du signal de la lumière d'excitation et d'autres paramètres, la constante de Planck et autres. Donc, une fois que tous ces éléments bien mis en place, il y a encore d'autres paramètres à déterminer. Ces autres paramètres-là, il s'agit de l'énergie, il s'agit de la variation de la température induite. La variation de cette température induite, il y a la diffusivité thermique de l'échantillon qui est un autre paramètre à déterminer. Et tout cela va nous aider à déterminer l'élévation de la température delta T au niveau de notre échantillon. Donc, ce paramètre delta T est aussi fondamental puisque ce sont ces paramètres qui apparaissent dans l'équation que nous avons sur notre écran. Donc, à partir de ces différents éléments que je viens de citer, nous avons cette équation et nous avons aussi l'expression de notre delta T. Nous avons l'expression de D qui est la diffusivité thermique et nous avons les autres paramètres. Alors, sur le schéma que nous avons la courbe qui est en gras, qui représente le profil d'intensité du faisceau d'excitation. La seconde courbe, c'est le profil de la variation de la température qui est orienté dans le même sens que le profil d'intensité du faisceau d'excitation. Et nous avons une courbe qui est vers le bas, qui est le profil du gradient d'indice de réfraction. Et donc, à partir de ces paramètres, on peut déterminer facilement les caractéristiques de la lentille qui est créée, à savoir la distance focale de cette lentille et les autres paramètres de la lentille. Donc, en réalité, qu'est-ce qui se passe? Nous pouvons observer sur la figure qui est présentée ici, nous avons deux courbes. Nous avons une première courbe qui est en trait plein et nous avons une deuxième courbe qui est en pointillé. Donc, la courbe qui est en pointillé représente l'effet de la lentille thermique sur la distribution énergétique du faisceau sonde. C'est-à-dire, en l'absence de la lentille, nous avons la courbe en trait plein et la courbe en pointillé représente
ce que nous obtenons lorsque nous avons l'effet, ou bien lorsque le faisceau a subi l'effet de la lentille thermique. Et donc, ce delta-là doit être déterminé et donc des informations précieuses sont à tirer de ce delta-là. Alors, pour être beaucoup plus explicite, ça signifie que lorsque le faisceau sonde va traverser l'échantillon, ce faisceau sonde va subir l'effet de la lentille créée par le faisceau d'excitation. Et donc, la lentille thermique va introduire une différence de phase dans ce champ. Et donc, il faut déterminer maintenant cette différence de phase. À l'aide d'un oscilloscope et du détecteur, nous avons d'autres informations, c'est-à-dire l'expression du signal comme présenté et vous le voyez. Alors, ce signal dépend de beaucoup de paramètres. Ça dépend de ce dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est-à-dire ce déphasage qui est créé à l'intérieur après le passage du faisceau à travers la lentille, le déphasage qui est créé. Il faut déterminer ces paramètres. Il faut déterminer le maximum du signal et son minimum. Et à partir de ces éléments-là, nous allons aboutir à la détermination du coefficient d'absorption. Donc, au niveau de l'Université de Lomé, nous avons un dispositif expérimental qui nous permet d'avoir deux configurations possibles. Avec l'instrument que nous avons, nous pouvons faire le mode match ou le mode mismatch. Le mode match correspond au fait que le faisceau d'excitation et le faisceau sonde, ces deux vont être focalisés sur l'échantillon. Et donc, quand nous avons fait le Z-scan, nous avons vu que à la position Z égale à 0, nous avons effectivement les valeurs maximales du signal à la sortie. L'autre possibilité que nous avons, c'est de pouvoir focaliser le faisceau d'excitation sur notre échantillon et le faisceau sonde va être envoyé comme indiqué sur le schéma sur notre échantillon. Et dans ce cas aussi, quand nous avons fait le Z-scan, nous avons vu que dans la position Z égale à 0, le faisceau est beaucoup plus intense que vers les autres positions. Donc, de façon schématique, voilà le montage expérimental que nous avons. Si je dois expliquer ce qui se passe ici, en termes très simples, je peux dire que nous avons d'abord le faisceau d'excitation, qui est un faisceau laser de couleur verte, qui est envoyé sur notre échantillon. Une fois que c'est arrivé sur l'échantillon, ce faisceau va créer une sorte de lentille à l'intérieur de notre échantillon. Maintenant, nous envoyons le faisceau sonde qui est en rouge, qui va arriver, qui va traverser l'échantillon et qui va subir les effets de la lentille qui est créée au niveau de l'échantillon. Nous plaçons donc un filtre F ici qui va bloquer le faisceau laser de couleur verte, c'est-à-dire le faisceau d'excitation. Le filtre va le bloquer et va laisser passer uniquement que le faisceau sonde qui a traversé la lentille créée par le premier faisceau dans notre échantillon. Et donc, avec le détecteur et un oscilloscope, nous allons recueillir les informations nécessaires
et puis nous allons faire le traitement du signal obtenu et sortir les résultats de ces paramètres-là. Alors, voilà l'image du dispositif que nous avons à l'Université de Lomé. Il s'agit de ces lasers de couleur verte. Nous en avons aussi de couleur rouge. Nous avons aussi tous ces petits équipements, des lentilles, des miroirs dichroïques. Nous avons des filtres. Nous avons ce petit équipement qui nous permet de réaliser ce dont nous sommes en train de parler. Alors, pour vérifier si les équipements que nous avons acquis peuvent nous servir à quelque chose, nous avons décidé de tester 4 solvants, 4 différents solvants qui sont l'éthanol, acétone, le méthanol et le toluène. Ici, je vais présenter uniquement que les résultats de l'éthanol. Donc, sur la première courbe, nous présentons le signal de la lentille thermique pour l'éthanol dans une cellule de 1 cm de longueur de trajet. Pour vérifier que ce que nous avons comme dispositif expérimental est fiable et bon, il faut varier la puissance d'excitation en fonction du maximum du signal obtenu au niveau de la lentille thermique. Et dans cette variation, il faut corréler, voir si on obtient une corrélation linéaire. Et effectivement, en regardant la courbe qui est à ma droite, nous remarquons que nous avons obtenu pratiquement une corrélation linéaire avec un coefficient de régression R carré égal à 0,97. Ça signifie que c'est acceptable, c'est bon. Donc, c'est le moment de traiter les données obtenues. Nous avons donc déterminé le S-mass en faisant des projections sur les axes et en déterminant ce paramètre. Nous savons que S-mass est égal à pi 0 sur 2 et donc le coefficient d'absorption alpha qui est égal à 2S masse K lambda P pi L P0 dN sur dt. Donc, ces paramètres-là, nous pouvons les calculer. Lambda P, c'est la longueur d'onde du faisceau d'excitation. P0, c'est la puissance du faisceau laser d'excitation. S max, c'est le maximum du signal. Et L, c'est la longueur de l'échantillon. dN sur dt représente la variation de l'indice de réfraction en fonction du temps. Et donc, de là, nous avons pu déterminer le coefficient d'absorption pour ces différents solvants que nous avons cités plus haut. Qu'est-ce que nous avons obtenu? Nous avons obtenu ces résultats qui se présentent dans ce tableau-là, que nous avons comparés au coefficient d'absorption que nous avons trouvé dans la littérature. Est-ce que nos résultats sont concordants avec ce que nous avons dans la littérature? Oui, nos résultats sont en accord avec la littérature. Donc, pour ces 4 solvants, éthanol, acétone, méthanol, toluène, nous avons obtenu des résultats satisfaisants. Et donc, ça signifie qu'à partir de ce moment, nous pouvons utiliser notre dispositif expérimental pour faire d'autres travaux et atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés au début de ce projet. Et donc, l'objectif que nous nous sommes fixés au début, c'est de développer une spectroscopie à lentille thermique et une microscopie à lentille thermique qui va servir en agriculture, dans la biologie, en nanotechnologie et dans la préservation de l'environnement. Et donc, une fois que ces résultats sont en accord avec la littérature, ce dispositif peut être utilisé pour atteindre ces objectifs-là. Donc, dans la conclusion,
dans la conclusion, nous pouvons dire que les coefficients d'absorption de l'éthanol, de l'acétone, du toluène ont été mesurés. Les résultats obtenus sont en bon accord avec les valeurs rapportées dans la littérature. Et donc, comme je l'ai dit, la prochaine étape va consister à utiliser cette installation pour des applications dans le domaine de l'environnement et des sciences de la vie. Nous remercions TWOS pour nous avoir donné ces équipements et qui vont nous servir à faire de grandes choses. Nous remercions particulièrement le collègue Karedi Sotosu Komlan Segbea, qui est un enseignant-chercheur à l'Université de Lomé, qui a écrit un projet et qui l'a soumis à TWOS et grâce à qui nous avons pu obtenir un financement pour acquérir ces équipements-là. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre attention.